On vient aux collectivités locales chères à Hervé Morin et qui protestent aujourd'hui. Je rappelle un chiffre. On parle de 40 à 45 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. Là-dessus, l'État est prêt à en assumer 20 à 25 milliards. En ce qui concerne la santé publique, ce serait 15 milliards. Les collectivités locales, 5 milliards. Ce n'est pas aux collectivités locales qu'on demande en priorité un effort. Mais on leur demande 5 milliards d'économies et les collectivités locales, depuis ce matin, protestent. On l'a vu à la une de tous vos journaux. Lucile, les collectivités locales ont grosso modo stabilisé l'emploi public ces dernières années. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux et même largement faux. De 1997 à 2022, la population globale a augmenté de 13%. Lors de cette même période, le nombre de salariés employés dans la fonction publique territoriale a bondi de 45%. Ces données sont fournies par le site FIPECO spécialisé dans les finances publiques. Il s'agit des employés de mairie, des policiers municipaux, des agents d'entretien ou encore des jardiniers. Concrètement, en 25 ans, on est passé d'environ 1 380 000 fonctionnaires territoriaux à 1 940 000, soit près de 500 000 postes de plus. Précisons encore que parmi les 3 branches de la fonction publique, eh bien, c'est dans les collectivités que l'augmentation est la plus forte. Merci Lucile. Hervé Morin, je commence par vous. Si vous voulez. Comment, ces chiffres-là, 13% en plus de population, Oui. 46% de création d'emplois publics en plus. Ouais. Et là, il n'y a pas quelques économies à trouver. Je ne connais pas votre collègue, mais je vais tout de même lui rappeler qu'entre-temps, il y a eu des lois de décentralisation et donc des transferts de compétences qui ont amené des fonctionnaires qui étaient... À ce point-là. Mais attendez, je vais vous donner des exemples simples. Rien que l'année dernière, on a dû... Je prends ma région, qui est la région la moins endettée de France. On a eu le transfert du 2e pilier, d'ailleurs on en est ravis, du 2e pilier de la PAC. Donc nous avons récupéré 60-70 fonctionnaires qui étaient dans les directions départementales de l'agriculture, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Je suis président d'une communauté de communes. L'État faisait l'instruction des permis de construire et des certificats d'urbanisme. Ils ont transféré cette compétence aux intercommunalités. Il a bien fallu embaucher des fonctionnaires pour le faire. 3e exemple, on décide d'ouvrir à la concurrence le réseau ferroviaire. A priori, on l'espère, avec des gains, notamment des qualités de services supplémentaires. Mais pour ouvrir sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets extrêmement compliqués, il me faut une équipe d'ingénieurs pour être en capacité de répondre et de proposer un appel d'offres sur des sujets comme cela. Vous prenez, j'allais dire... Moi, je constate... Non, mais je continue. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque fois qu'on se tourne vers un acteur de ces dépenses publiques... Le chiffre de madame est un mauvais chiffre. Ah, moi, j'ai les chiffres... Ça, c'est incontestable. Non, parce que 97, c'est pas la bonne période. Parce que c'est les périodes avec les décentralisations. Il y a eu des décentralisations successives. Moi, je prends les périodes avec à peu près à niveau... compétence égale. Compétence. J'ai pris les chiffres, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'État. Fonction publique d'État, plus 0,6 de 2012 à 2022... collectivité locale, plus 0,4. Alors après, je vais vous donner des exemples concrets de la vie. De la vie. Pourquoi les communes ont embauché des policiers municipaux 28 000 policiers municipaux au total. Ah, écoutez, pourquoi? Parce que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité des Français et qu'il a fallu que les communes se mettent à embaucher des employés municipaux pour compenser les faiblesses et les carences de la police nationale dont les effectifs étaient insuffisants. Plus d'un système judiciaire dont on connaît à quel point il est puissamment inefficace. Bien, donc on a là un exemple extrêmement concret de collectivités qui ont été appelées à compenser l'État. Je prends d'autres exemples. Non, mais on entend votre raisonnement. Parce qu'on fait tourner la parole. Attendez, on a entendu votre exemple. Non, la question qui découle, Pascal, c'est du coup, est-ce que ces augmentations de postes, parce qu'il y a eu augmentation de compétences, se sont accompagnées de diminution de postes du côté de l'État? Non, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on a multiplié les strates de gestion. On l'évoquait la semaine dernière, les régions, les départements, les métropoles, les communautés de communes, les communes, etc. Bon, il y a beaucoup à chaque fois, et c'est vrai qu'il faut des compétences pour gérer la décentralisation des fonctions. Mais il y a des compétences, M. Morin, mais il y a aussi souvent ce qu'on appelle dans les entreprises le back-office. Oui. Dans des communautés de communes,
et tout un tas de gens qui sont assez peu opérationnels, par exemple, qui gèrent la communication, la gestion des payes, des gens qui, au fond, n'ont pas un intérêt opérationnel. Je dirais qu'on a quand même beaucoup d'administration de papier et pas toujours l'administration de services dont on aurait besoin. Je vous concède une chose, Monsieur Morin, c'est que à chaque fois que les Français ont un besoin, ils se tournent vers un guichet public. Alors, le plus proche, c'est celui de la commune, mais ça peut être aussi la communauté de communes, ça peut être le département, ça peut être la région. Mais il faut admettre qu'on souffre de suradministration. Ça produit un deuxième effet, sur lequel, à mon avis, on va être d'accord. Pardon, je vous interromps un instant, Pascal. Il n'y a pas de suradministration chez vous, Hervé Morin? Mais il y a toujours un peu de suradministration, mais dans les entreprises aussi, etc. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on peut toujours s'améliorer. Je ne dis pas le contraire. Alors pourquoi refuser a priori? Je voudrais simplement répondre à mon voisin. Le vrai sujet, il n'est pas à la marge, en effet, il y a probablement des services com qui sont trop étoffés, etc. Très bien, ok. Le vrai sujet de la France, au-delà de la question des retraites, qui est l'essentiel de la création de la dette publique. Plus d'un quart de la dépense publique. La moitié de l'endettement des 1000 milliards, ce sont les retraites. 44%. Ouais, bon, je voulais faire simple. Le sujet, c'est que nous ne sommes jamais allés au bout des choses. En clair, moi, je m'amuse, quand je co-préside une réunion avec le préfet de région, à faire l'addition de la masse salariale. En général, on a les cadres supérieurs de l'administration déconcentrée. Et en fait, on n'a jamais été capable de dire en France... Là, c'est la collectivité locale. C'est pleinement, totalement et complètement. On n'est pas allé au bout de la décentralisation complètement, et donc on n'a pas suffisamment déconcentré ou décentralisé pour pouvoir supprimer les postes au niveau de l'État. Exactement. Et les compétences au niveau Je de prends l'État. un exemple. On mène... Je prends cet exemple parce que c'est resté pour moi... Je l'ai raconté à Emmanuel Macron un jour. On présente 15 ou 20 projets au titre du financement de l'économie circulaire, tout ce qui est autour du recyclage, etc. Et le fonctionnaire de l'État qui était là dit « Je suis heureux d'une convention tripartite ». Alors je me dis « Tripartite, je suis là, il est là, et il y a un autre fonctionnaire de l'État ». Eh bien, il y avait une agence de l'État. Bien sûr. Il y avait des fonctionnaires de l'administration déconcentrée et il y avait le président de la région. Donc en clair, l'État n'a même pas été capable de faire le ménage chez lui entre les agences qu'il a multipliées à l'infini, dont le coût devient absolument exorbitant. On le connaît. Oui, 93 milliards d'euros. 93 milliards d'euros dans des agences, tout en ayant maintenu toute une série de collaborateurs dans les administrations centrales ou déconcentrées qui sont sur le même sujet. D'un mot, Pascal et David, une synthèse de ce qu'on se dit. Au fond, il n'y a pas beaucoup de désaccords. Moi, je pense que la complexité du modèle de gestion français produit des coûts visibles et des coûts cachés. Ça a été mesuré par l'OCDE à 80 milliards d'euros. Ce que nous décrit Hervé Morin, c'est l'enchevêtrement des compétences. Et c'est la poursuite de la réflexion de Ruth. Nous ne sommes jamais allés au bout. On n'a jamais donné la capacité normative, la capacité de lever l'impôt, notamment aux collectivités. Ce qui fait que le modèle de gestion qui est le nôtre produit des surcoûts. Et ces surcoûts peuvent être estimés autour de 100 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on économisait ces 100 milliards d'euros, si on allait au bout des réformes, en réalité, on aurait de l'argent pour financer notre modèle social et mieux vivre ensemble. David, est-ce pour cela que dès lors qu'on parle de baisse de dépenses publiques, tout le monde est d'accord sur le principe, mais on entend les retraités qui disent il faut surtout pas geler les pensions pendant 6 mois, on entend les collectivités locales dire c'est pas chez nous que ça se passe. On entend chaque administration, on l'a vu avec la justice par exemple hier, qui disent ou la santé qui disent mais c'est pas possible de faire quoi que ce soit chez nous, y compris l'hôpital, alors qu'on voit qu'il y a peut-être aussi des marges de manœuvre dans l'administration de l'hôpital. Est-ce pour cela qu'on n'arrive pas à baisser la dépense publique? Évidemment, vous savez, il y a cette fameuse formule sur la fiscalité, derrière chaque niche se cache un chien. Eh bien, derrière chaque économie se cache un troupeau d'animaux qui ne sont pas contents et qui sont prêts à en découdre avec celui qui veut leur imposer ces économies. Vous avez raison de rappeler ce fait. Je rappelle que le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, a dit ce matin que si jamais chaque catégorie qui était visée par les économies jouait au chamboule-tout, et là je le cite, on s'en sortirait jamais, et c'est vrai. Et cet échange est très intéressant qu'on vient de voir, parce qu'en réalité c'est une très vieille histoire. Oui, c'est vrai que les collectivités territoriales, avec le processus de déconcentration et surtout de décentralisation, t'es amené à prendre en charge de plus en plus de fonctions qui étaient autrefois dévolues à l'État, de plus en plus de compétences, alors que dans le même temps, on leur retirait
des moyens budgétaires et financiers. Regardez, sur la fiscalité, on a eu la taxe professionnelle, c'est une vieille histoire, ça remonte à une vingtaine d'années, je crois que vous étiez au gouvernement à l'époque. On a eu plus récemment la taxe d'habitation, qui a été supprimée pour 100% des Français, alors qu'elle ne devait à l'origine concerner que 80% et les 20% les plus aisés devaient continuer à la payer. Et puis on a eu cette fameuse DGF, pour les téléspectateurs, c'est la dotation globale de fonctionnement, qui n'a eu de cesse de baisser. Et donc c'est une pomme de discorde permanente entre les collectivités territoriales et l'État. Et quelle que soit la couleur politique, c'est ce qui est intéressant, parce que vous étiez, je crois, Monsieur Morin, à la tête de Régions de France, l'association des régions. L'AMF, l'Association des départements de France, quelles que soient les couleurs politiques, associe la droite, la gauche, dans une lutte permanente contre l'État. Et rappelez-vous que chaque visite du chef de l'État, pour en finir là-dessus, au congrès de l'AMF, je crois que il aura lieu dans quelques semaines, est l'occasion quand même d'une passe d'armes extrêmement musclée. On a eu des présidents qui ont été sifflés, et je pense que là, si Emmanuel Macron décide d'y aller, compte tenu de la potion amère que vous venez de rappeler, 5 milliards d'euros quand même, c'est 1/8 du total des économies, 5 milliards d'euros, c'est énorme. Je pense que la partie va être assez musclée. Ruth, je vous montre ces chiffres et vous nous donnez votre sentiment. Le budget total des collectivités locales, encore une fois, Hervé Morin est face à nous, 236 milliards d'euros. L'effort demandé aux collectivités locales, 5 milliards d'euros. Donc on est sur 2% d'efforts demandés, vous le disiez David, 5 milliards sur des dépenses publiques qui doivent baisser de 40 à 45 milliards, c'est quand même pas la plus grosse partie. Est-ce que vous, en entendant Hervé Morin, vous dites non, il a raison, 5 milliards, c'est absolument pas honnête votre histoire. Je vais vous dire ce qui se passe. Si je me souviens bien, Bruno Le Maire, au début de l'année, a évoqué plutôt 16 milliards de dérapage de la part des collectivités locales dans les dépenses. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, dans ses contre-propositions sur le budget, a demandé 10 milliards d'économies aux collectivités territoriales pour ne pas taper les retraités, à l'équivalent de ce que pourrait rapporter le gel des retraites pendant 6 mois. C'est possible. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, il y en a qui pensent qu'il y a encore largement de la marge et que ces 5 milliards seraient... Bon. Alors, je voudrais justement vous rappeler que dans le rapport de la Cour des comptes, toujours de 2023, il y avait cette question du temps de travail des fonctionnaires de la territoriale, notamment. Et ils pointent en manque de respect du temps de travail de la fonction publique territoriale et ils disent qu'en fait, si on n'était pas obligé, parce qu'ils ne travaillaient pas 35 heures, d'embaucher des personnels supplémentaires pour arriver à 35 heures, on pourrait économiser 1,2 milliard d'euros. Combien travaillent les fonctionnaires chez ces rapports de la Cour des à la région Centre? Bon, après, la région Normandie. À la région Normandie, pardonnez-moi. 1607 heures, ils sont aux 35 heures. Ils sont même, pour tout vous dire, aux 39 heures. Et donc, ils ont un peu plus de semaines de RTT, mais ils sont à 1607 heures par an. Alors, 5 milliards. Mais excusez-moi, Monsieur Pujadas. 5 milliards sur 236. Je vous invite à demander aux administrations d'État si tout le monde est aux 35 heures. Hein. Mais vous avez raison, c'est une des questions. Mais en revanche, là, j'ai reçu le message du président du département de Haute-Garonne, Sébastien Vincini, qui me fait un long message pour parler, qui fait une longue communication. Et notamment, il évoque le problème de la baisse du marché immobilier qui fait baisser les ressources des départements. Exactement. Et qui explique que ces 5 milliards vont mettre à l'os les départements. Il donne un certain nombre de raisons. Je vous donne pas dans le détail, mais qui sont des choses très concrètes, d'aide aux handicapés, d'aide aux écoles, d'aide, etc. Oui, mais on ne leur demande pas de tailler dans les dépenses pour le public, on leur demande de mieux gérer. Et dès qu'on demande de mieux gérer, on a le sentiment que tout le monde considère que la gestion est idéale. David, et puis je vous donne ce que vient de dire Ruth Alkrieff, c'est que selon l'endroit d'où l'on parle, on s'adresse à telle ou telle catégorie. Monsieur le maire, qui je crois allait partir, a fustigé, a parlé de 17 milliards d'économies, a fustigé lourdement les collectivités territoriales à l'époque dans leur rôle dans l'explosion de la dépense publique, lesquels ont réagi vivement. Et aujourd'hui, on voit que Mme Vautrin, qui s'occupe des collectivités territoriales dans le nouveau gouvernement, dément totalement les propos de M. Le Maire en disant mais non, pas du tout. On voit qu'il y a aussi des objectifs politiques. De même, M. Attal, évidemment, lui, préfère soigner les retraités et taper chez les collectivités territoriales parce qu'il y a toujours des arrière-pensées politiques. Que vouliez-vous nous montrer, Hervé? Voilà, je vous montre la dette des collectivités locales depuis 1995. Vous voyez qu'elle n'a pas bougé, c'est toujours entre 8 et 9% du PIB du pays. Ça représente exactement 50 milliards depuis 2017, la contribution des collectivités locales à la dette, quand l'État, c'est 750 milliards. Et vos chiffres là,
des 200 et quelques milliards. 236 milliards de budget. Oui, d'accord, mais vous 5 allez... milliards, 2% d'économie. Allez, je vais vous mettre à la tête de la région Normandie. Donc, vous m'expliquez que, grosso modo, c'est très facile. Mais la plupart de mes dépenses sont des dépenses contraintes et obligatoires. Quand j'accorde 200 millions d'euros par an à la SNCF pour faire rouler les trains entre Normandie et Paris quand vous venez en week-end en Normandie, la contribution d'équilibre pour faire rouler des trains, c'est 200 millions d'euros. Quand je m'occupe du transport scolaire, c'est 120 ou 150 millions d'euros pour transporter l'ensemble des mômes pour aller dans les collèges et dans les lycées et dans les écoles. 200 millions, c'est parce que l'exploitation de la SNCF est structurellement déficitaire. Alors, bien sûr, mais je suis pas c'est pas vous qui êtes responsable. Je continue. Ensuite, je prends un troisième exemple. Troisième dépense, les lycées. Nous finançons les lycées. Qu'est-ce que je fais? Donc, quand vous me dites j'ai 200, j'ai X milliards, etc., c'est que 5 milliards, c'est que la plupart des dépenses, et c'est pire encore dans les départements, sont totalement contraintes et fléchées, et sur lesquelles vous n'avez strictement aucune marge de manœuvre. À l'instant, le ministère des collectivités locales m'envoie qu'il y a 20 départements qui sont exonérés d'économies, dont un certain nombre, dont la Seine-Saint-Denis et d'autres. Une vingtaine de départements. Eux ne seront pas concernés. Je vous propose d'accueillir un autre élu local, le maire d'une ville de 80 000 habitants. Il s'agit de Béziers, et comme tous les mercredis, nous accueillons Robert Ménard. Bonsoir Robert. Bonsoir Monsieur le Ministre. Alors, c'est pas tous les mercredis qu'on vous entend sur ce thème-là. Mais non seulement ce thème de la réduction des dépenses publiques, mais aussi, il y a des choses très simples en France. S'il faut taxer, entre guillemets, les riches, tout le monde est à peu près d'accord. Personne ne va descendre dans la rue. Ça se fait tout seul. S'il s'agit de baisser les dépenses publiques, chacun dit on est à l'os, on ne peut pas faire davantage. Vous nous direz si vous êtes à l'os à Béziers. Vous nous direz aussi, vous nous donnerez votre vision globale. Dans un court instant, juste après cette petite pause, on se retrouve dans 2 minutes 30 tout juste. Votre programme avec Synology. Station solaire à brancher sur une simple prise de courant pour de l'électricité jusqu'à 4 fois moins cher. 24 heures Pujadas revient dans 3 minutes. Avec Engie Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec Engie Home Service. Renault Captur E-Tech Full Hybride sans recharge existe aussi en motorisation Éco-G. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Rougeur? La CC Red Correct Herborian. Un soin coréen qui réduit instantanément tes rougeurs. Avec un effet apaisant pour ta peau. Herborian. Ça ressemble à quoi des lunettes qu'on porte aussi pour les autres? Un choix de monture adapté à votre visage, mais surtout des bénéfices qui contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez voir, optique et audition, mutualiste. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Découvrez notre nouvelle génération de nettoyeurs haute pression et toute la gamme de matériel professionnel pneumatique. Retrouvez nos produits chez nos partenaires agréés. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Être tendance? Être populaire? Être une icône? Ou être vous-même. En octobre, c'est le mondial de l'auto Peugeot. Jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie à l'Urcaire. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Mais regarde, c'est le patron des magasins. Comment il s'appelle lui déjà? Jean-Michel? Non, c'est pas ça. Jean-Charles?
Michel Paul, Jean-Paul, Édouard Paul, Jean-Michel Paul, j'en sais rien. Je sais. Ouais. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes obsédé par les prix bas, vos courses, c'est chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plein de gens se demandent pourquoi c'est si compliqué de parler d'argent en famille. Avec notre programme d'éducation financière accessible à tous, parler d'argent devient plus facile. Monabank, les gens avant l'argent. Votre programme avec Synology. Station solaire à brancher sur une simple prise de courant pour de l'électricité jusqu'à 4 fois moins cher. Merci de nous retrouver avec Robert Ménard qui nous a rejoint et la régie me disait il est en train de bouillir en entendant le débat que vous avez sur l'impossibilité de réduire la dépense publique ou plutôt tout le monde est d'accord sur le principe et quand il s'agit de faire un effort soi-même, tout le monde proteste. Vous nous direz ça dans un instant. Je voulais juste vous faire écouter d'abord la façon dont ce débat s'est organisé. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est consensuel, c'est des nouvelles taxes sur les riches. Les nouvelles taxes sur ce qu'on appelle les riches. Écoutons Éric Coquerel et Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'en France, ça revient régulièrement et que ça ne pose jamais beaucoup de problèmes. Arrêtons de supprimer des recettes fiscales dont la plupart ont été accordées aux plus riches. Il suffit pour cela, par exemple, tout simplement, de rétablir l'impôt sur la solidarité financière, de taxer les super profits. Je rappelle que si les 150 milliardaires les plus riches en France étaient soumis au barème de l'impôt sur les revenus, c'est 18 milliards qui rentreraient dans les caisses de l'État. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité. Voilà. Sans déconner. Il faut oser quand même, tu vois. Je veux dire, ça... Non, il faut oser, mais il y a une caricature. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que vous dites, c'est que moi, je vous ai écouté, M. Morin. Que l'État ait besoin de faire des économies, qu'il ne nous fasse pas une leçon de morale aux collectivités, c'est très bien. Une fois que tu as dit ça, tu n'as pas réglé le problème. Le problème, c'est que nous aussi, il faut qu'on donne l'exemple. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai que dans le fonctionnement de nos collectivités locales, je connais pas la vôtre, je connais la mienne et celle de mon département et de ma région, que je connais évidemment mieux que la vôtre, on ne peut pas faire des économies de personnel. Oui, mais alors on le dit. Non, attendez, pardon, je vais essayer juste de finir. Il faut le dire. On a l'impression tout le temps que c'est toujours les autres, c'est insupportable. Vous avez remarqué, il y a un ministère à qui tu peux toujours demander de faire des économies, c'est Bercy. Comme Bercy, c'est détesté, parce que les mecs, Bercy, c'est les impôts. Donc, on va faire des économies. Tous les autres, personne ne veut faire des économies sur rien. La santé, tu peux rien faire. Et le problème, c'est pas les chiffres sur lesquels on s'empaille. Le problème, c'est l'absence de courage politique. Parce que avant des élections, supprimer, ne pas reconduire autant de fonctionnaires qu'on a, enfin, tu te fous à dessein, à défaut, contre toi, un certain nombre de familles. C'est que ça se passe aussi bêtement que ça. C'est-à-dire un certain nombre de familles. Attends, moi, entre ma ville, mon agglo et la SAS, c'est 2800 personnes dans une ville comme Béziers, c'est pas tout à fait rien. Moi, j'ai supprimé dans ma ville 11% des fonctionnaires. Malgré l'embauche de près de 90 de policiers municipaux. C'est un choix. C'est pas un choix populaire. En même temps, c'est pas vrai parce que j'étais réélu sans problème. Mais spontanément, tu le fais pas. Spontanément, tu te dis ah oui, parce que tu as des familles entières qui sont dans nos collectivités locales. C'est moins vrai les régions parce que les régions elles sont plus récentes. Mais dans les communes, tu as le grand-père, le père, 3 sœurs, comme elles s'appellent toutes avec leur nom de leur mari, tu sais pas qu'elles sont sœurs. Mais c'est ça qui se passe. Mais enfin, on peut le dire. Moi, je les adore, mes fonctionnaires, ils sont formidables. Mais j'en perdrai demain. On me donne la possibilité de licencier un certain nombre de fonctionnaires. Moi, je licencie 30, 40, 50 personnes, je vous garantis, monsieur le ministre, que ça changerait, ça me simplifie la vie à moi, et ça simplifie la vie des collègues de ces gens-là qui en ont marre d'avoir des branleurs à côté d'eux. Et ça n'empêche pas, c'est 90% des gens qui font bien leur boulot. On se débarrasse des 10%. Sauf que personne ne veut dire qu'il faut toucher au statut des fonctionnaires. Vous êtes une exception dans le paysage politique, Robert, de dire ça. Mais non, parce que tous les maires disent la même chose que moi. Quand tu vois les maires en aparté, enfin vous le savez, moi les types ils disent la même chose. Ah ouais, tu vois, celui-là, il virerait, je serais plus tranquille. Le problème, c'est le carcan des partis. Le problème, c'est la peur de la... Mais c'est légitime. Moi, il y a un certain nombre de choses que je ne fais pas parce qu'on est à 1 an et demi des élections.
Enfin, je vais pas... Bah alors, vous êtes comme les autres. Mais attends, mais moi je dis pas qu'il faut jouer les héros. Il n'y a que vous, depuis votre siège, qui pouvez donner des leçons au monde entier. Moi j'ai été 40 ans journaliste. Les journalistes, je te les prends, je les mets à la tête de nos mairies et on va voir comment ils s'en sortent. Ils font pareil. Parce que vous n'en faites pas des concessions ici, même à l'antenne, sur ce que vous pensez, ce que vous dites à l'antenne. Les mecs, ils vont personnellement, non, mais pas comme ça. Là, 1, 2, 3, 4, les 4 pareils. Les 4 pareils. Bien sûr qu'on le fait avec la vie, mais il y a des décisions qu'on peut prendre. Surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a marre dans le débat actuel, évidemment les riches. Mais qui va défendre les 65 000 riches? Personne. Mais moi, je ne les défends pas. Moi, je ne suis pas de gauche, mais qu'on augmente... Attends, les mecs, il faut qu'ils gagnent plus de 500 000 euros par an. À deux. À deux, oui. Enfin, en famille, quoi. Tu as une famille. Enfin, ça va, même 250 000 euros tout seul, ça va. Mais ils n'ont braqué... Attends, Robert, ils n'ont braqué personne, non? Mais personne ne te dit ça. Okay. Mais il faut arrêter, tu es pavlovien par rapport à ça. Tu es comme une droite. Mais non. Non, mais j'ai décidé le contraire. Non, mais allez-y, Robert. Le contraire. Parce que vous n'êtes pas opposé sur le principe à l'idée que les plus aisés fassent un effort. Je ne vais pas me battre avec la gauche qui me gonfle tous les matins sur ce terrain-là. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort de dire que les plus riches, ils peuvent payer un peu plus. Honnêtement, enfin, à part d'être abruti ou idéologue ou libéral tout craint, il faut bien que tu prennes en compte ça. Mais moi, ce que je dis, on fait ça à condition de tout dire et de dire, nous, dans les collectivités, oui, on peut faire des économies. Oui, on peut en faire. Les retraites, vous le disiez. Non, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les retraites, Madame Rutel-Krief, qui remet sur le tapis les... Non, mais tu rigoles. Qui remet sur les tapis les régimes spéciaux? Personne, parce que tu n'as pas envie de te foutre à dos toute la SNCF. C'est aussi... Pourquoi? Parce que les régimes spéciaux, ils n'existent pas, on n'y a pas touché. Sur les retraites, aujourd'hui, dire, moi je vois ce que ça... Il n'existe plus. Il n'existe plus, Robert. Ils existent pour les cheminots. Attends, avec la clause du grand-père. Avec la clause du grand-père. De fous de ma gueule. Ils n'existent plus pour ceux qui rentrent, ils existent pour tous ceux qui y sont. Enfin, alors là, tu gardes cette réflexion pour les démagos qui vont essayer de te croire. Enfin, je peux me permettre juste de dire un petit mot. Non. Il y a un régime de retraite des mineurs en France. Il n'y a plus de mineurs, mais il y a des survivants, et notamment des pensions de réversion. On ne va pas leur couper la retraite, Robert. C'est ça la démagogie. Mais attends, c'est toi qui es un démago entre ce qui reste de mineurs et ce qui reste de gens à la SNCF qui n'ont pas 20 ans, qui ne viennent pas d'être embauchés. C'est pas tout à fait... Le sol démographique va évoluer dans le même sens. Mais oui, il va évoluer, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire des économies. Moi, je dis que chacun à notre place, on devrait... Si on veut être crédible, Monsieur le ministre, si on veut être crédible, et Dieu sait que les gens ne croient plus, mais moi je le vois tous les jours, ils te prennent pour un menteur. En gros, il faut juste que chacun à notre place, on dise, on fera pas tout, parce que moi je suis pas un modèle, je suis pas un paragon de vertu et de courage. Je suis très surprise depuis 24 heures et 48 heures quand on parle du budget, que effectivement, le Premier ministre aujourd'hui dit la situation est grave, il faut trouver tant d'argent, et de toutes parts, on a l'impression qu'on découvre la Lune, alors même que ça a déjà été dit depuis 1 an, et que c'est redit, Donc oui, c'est un vrai problème, parce que du coup, personne ne se sent concerné, et individuellement, on se dit, alors pourquoi est-ce qu'on ferait nous-mêmes un effort? Il n'y a pas que ça, Madame Rutel-Krief. Quand tu vois des gens qui étaient au pouvoir il y a 3 mois te dire ce qu'il faut faire maintenant... Enfin, je sais bien qu'il y a l'argument, on n'a pas pu voter ce qu'on voulait et tout. Mais enfin, ils étaient au pouvoir depuis 7 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne peux plus supporter les gens. Dans l'opposition, on le sait, vous n'êtes pas dans l'opposition, moi je n'y suis pas non plus. Quand tu es dans l'opposition, moi j'ai découvert ça. Quand je suis arrivé, j'étais journaliste, je pensais, tu vois, c'était facile. Quand tu es dans l'opposition, tu peux dire absolument n'importe quoi. Et le problème, c'est que les types, ils y étaient. Le meilleur exemple étant probablement Darmanin en la matière. Comment? Darmanin, mais attends, le plus mais moi je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, qui m'explique, qui me dit sur les 35 heures, mais Coco, mais pourquoi tu le faisais pas? Pourquoi tu le disais pas? On pourrait peut-être au moins se mettre d'accord là-dessus. Mais Robert, ce que je retiens, c'est que vous dites chacun à son niveau peut faire un effort. Eh bien, chacun peut le faire, y compris les plus aisés. Pour ce qui est des impôts. Sur les retraites, par exemple, sur les retraites, c'est un débat stupide quand même. Moi, je trouve qu'il faut faire des économies sur les retraites. On va ne pas augmenter, tu vois, on va repousser plutôt en ranger l'augmentation. Pas sûr que ce soit Attends, peu importe. Peut-être qu'on pourrait se dire ceux qui ont les plus petites retraites. Ben voilà.
il pourrait ne pas être soumis à ça. Mais bien sûr. Sur l'âge de la retraite. Non, ce sera ça. Ce sera ça au final. Oui, mais Tout à fait faut prendre les paris. Mais ce du sera coup, ça ne reviendra pas du tout. Il n'y aura pas la même rentabilité de cette décision. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est tout. Si on avait eu le courage de dire il faut rallonger la durée du travail. Putain. Peut-être pas pour ceux qui ont les boulots les plus durs. Pardon, bien ici, sûr. Aucun d'entre nous. Moi, j'ai 72 ans, vous êtes des genoux. Honnêtement, j'ai pas envie d'arrêter de travailler. Peut-être que si j'étais chez moi à ramasser, je sais ce que c'est parce que je les ai accompagnés à ramasser les ordures, j'aurais pas le même discours. Donc, si chacun à notre place, si les journalistes disaient, pour les journalistes, on arrête avec la clause qui te permet au même revenu, quand tu es jeune journaliste, de payer moins d'impôts qu'un autre. Mais c'est un scandale que tous les syndicats de notre profession défendent mordicus la possibilité que nous, on paye moins d'impôts. Moi, je ne suis plus, mais j'en ai bénéficié, donc j'y vais. Pendant que les autres en payent plus. En fait, tu ne veux pas donner des leçons de morale aux autres si tu ne te l'appliques pas à toi-même. Et la classe politique, pareil. On devrait chacun se dire, moi, je me dis à ma mairie, qu'est-ce que je ne fais pas d'assez bien? Qu'est-ce que je n'ai pas le courage de faire? Il y a des choses, je n'ai pas le courage de faire. Je dis, c'est pour ça que je ne veux pas faire le mot. Quoi, par exemple? Mais aux élections, aujourd'hui, augmenter, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, augmenter les cantines. Les cantines, chez nous, 1,10 €. On perd, un maximum d'argent. Oui. Attends. Bien sûr. Un repas vous revient combien? Un repas, il nous vient, je sais pas, les gens les plus chers, ils payent 4,50 €, 4,80 €. Le repas, il doit coûter 7 ou 8 €, à peu près. Je ne dois pas dire de conneries, je ne me trompe pas de vous. Mais c'est de cet ordre-là. C'est cet ordre-là. Mais tu ne le fais pas. Alors, tu ne le fais pas. Si tu es un faux cul, tu dis, tu ne le fais pas parce que les gens qui payent 1,10 €, c'est les plus pauvres et donc je ne vais pas le faire. Et puis, si tu es un tout petit peu honnête avec toi-même, que tu as envie de te regarder dans la glace 2 minutes et demie le matin, tu te dis, oui, il y a ça, mais il y a aussi qu'à la veille des élections, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'augmenter les trucs. Mais voilà, on peut se dire ça ici, on pourrait avoir des discussions. Non, mais tu rigoles, mais on pourrait avoir des discussions apaisées. Et là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Si on le prend comme ça et on arrête, lui, il est, je sais pas quoi, socialiste de gauche, il est comme ça, et les autres, ils sont ultra-libéraux, et on s'en rend pas jamais. Tu vois. Robert Ménardi, moi, on me demande des économies et je peux trouver 1 ou 2% d'économies. Il dit même 8 ou 10% d'économies sur sa masse salariale. C'est ce que j'ai fait. Et vous, si c'est 1 ou 2%, on a vu que c'était 2%. Alors dites qu'on peut... J'ai fusionné 3 communautés de communes, j'ai supprimé 4 ou 5 postes dans une petite administration, parce que c'est des petites communes rurales. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que dans le même temps... Monsieur Morin, dites-le devant les gens. Je le dis. C'est pas un débat entre nous. Les gens, ils écoutent, ils vont se dire, lui, il ne veut pas faire d'économie. C'est bien de le dire. Là, en 2 ans, je prends 100 millions d'euros de moins. 100 millions d'euros de moins. C'est pas parce que je vais avoir supprimé 50 collaborateurs dans les 1200 fonctionnaires de la région que je vais être aux 100 millions d'euros. Mais pourquoi vous dites pas les deux? Je le fais, mais je ne remplace pas tous les postes. Je le fais. Et comme là, bien entendu, on est tous, quand je suis repassé aux 1607 heures, quand j'ai pris la tête de la région, bien entendu, on en a tiré des conséquences en matière d'organisation. Bien entendu, je prends maintenant des fonctionnaires en mission. Quand je suis arrivé, ils ne faisaient pas tous les 1607 heures. Moi non plus. Voilà. Alors on le dit, on dit que ça n'allait pas. Mais les volumes ne sont pas les mêmes, c'est tout. C'est qu'entre dire symboliquement... Mais c'est pas symbolique. Oui, mais si chacun... dans une collectivité comme la région, qui est la collectivité d'investissement... Parce que vous avez parce que vous n'avez pas les responsabilités que le département il a, et vous le disiez tout à l'heure, c'est pas les mêmes choses. Je vous ai cité les postes de dépenses, ces postes de dépenses-là, ils sont... intouchable. Bien. Mais comment vous faites? Est-ce que je peux dire? Allez-y, et puis David. Dans le symbole, oui. Parce que j'ai appelé le préfet, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. Je vous l'ai raconté parce que tu tombes à la renverse. Je suis, comme plein de maires, le président des offices de HLM. C'est 9 fois sur 10, c'est le maire de la ville centrale qui le fait. Donc jusque-là. Et je découvre, je ne le savais pas, qu'un certain nombre de gens touchent plus d'allocations logement qu'ils ne payent de loyer. Est-ce que vous avez bien entendu? Ils touchent plus d'allocation logement qu'ils ne payent de loyer. Comme, vous le savez, dans les HLM, c'est le bailleur, c'est-à-dire c'est les HLM qui reçoivent l'argent, et donc ils constatent qu'ils ont reçu plus que le type, ils remboursent à des gens... le solde. Mais enfin,
tu dis ça, mais c'est symbolique, mais ça te tue. Moi, il y en a 81 sur 6500 et quelques logements HLM. Mais c'est des trucs, ça, on ne sera pas crédible si ces choses-là, on n'est pas capable, de le dire que de la même façon qu'il faut demander aux riches de faire des efforts, les gens qui touchent plus d'allocations logement, qui ne payent de loyer, c'est invraisemblable. Personne n'accepte cette idée-là. Alors, c'est symbolique, mais il faut le faire. Et si on ne dit pas ce genre de truc, vous savez ce que c'est ? Aujourd'hui, il y a 80% de gens, il y a 2 professions qui sont détestées en France, ça tombe bien parce que ça nous concerne tous. Sur le plateau. Voilà, les journalistes et les hommes politiques. Alors moi, je cumule les 2, donc j'ai un avantage sur vous. Non, mais vous rigolez. Si on n'est pas capable de dire ça aux gens, mais ils nous détesteront un peu plus. Et moi, ça me fait pas plaisir que les gens pensent que les journalistes sont tous des menteurs et que les hommes politiques, on est tous des pourris. Mais c'est terrible parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si on ne se dit pas ça, les gens ne nous respecteront plus. David, c'est un vrai problème. Vous titrez en ce moment même le bal des hypocrites. C'est très intéressant parce que le débat sur la fiscalité auquel on assiste est un débat de posture, c'est un bal masqué, un bal costumé. En réalité, on a un Premier ministre LR, les Républicains ont toujours défendu à corps et à cri, c'est leur ADN, de surtout pas augmenter les impôts, et notamment sur les plus riches et sur les grandes entreprises. Et on a de l'autre côté messieurs Darmanin et Attal qui prennent la tête de la fronde, alors que, ça a été rappelé, ils étaient quand même tous les deux ministres des comptes publics co-responsables de l'État pendant 3 ou 4 ans à eux deux, et qui, en gros, expliquent qu'il y a d'autres pistes d'économie. Donc vous disiez tout à l'heure, c'est très consensuel de taper les plus riches. Mais en réalité, non, pas tant que ça, puisque l'ADN du macronisme, quand même, sur le plan fiscal et même sur le plan politique, c'est envers et contre tout, ne jamais augmenter les impôts des grandes entreprises, des plus riches, et on explique que c'est ça qui a permis l'investissement étranger, l'investissement industriel, l'investissement financier en France. Ce que je veux dire, c'est que il y a un débat. Ceux qui se défendent. Ceux qui se défendent, mais là-dessus, il y a un débat. Ce que je veux dire, c'est que si vous le faites, vous n'avez pas de protestation, de manifestation, comme on les voit poindre. Mais il y a un vrai débat, et on sait que l'économie est une science éminemment politique. Si vous êtes économiste de gauche, vous allez nous expliquer que, non, finalement, cette politique-là, elle n'a en rien permis à la croissance de se faire, aux investissements étrangers, que finalement, ça n'a pas favorisé la croissance. Et si vous êtes plutôt un économiste libéral, vous expliquez que si, c'est formidable, et que c'est le niveau de croissance auquel on est aujourd'hui vient de cette politique. Il y a quelques règles fiscales qui sont connues. Tout le monde sait dans le monde, les gens qui sont sérieux savent que le bon impôt est un impôt à assiette large et à taux modéré. En France, on fait exactement l'inverse. Il y a moins de la moitié des gens qui payent l'impôt sur le revenu avec des taux qui sont ascensionnels. Donc, si on appliquait cette règle qui est connue partout, vous savez, il y a des pays comme le Canada, comme la Suède, un pays socialiste quand même, la Suède, qui ont mis en œuvre des réformes décisives dans lesquelles on a baissé la pression fiscale et on s'est aperçu par miracle, en baissant les taux, que les rendements augmentaient. Tiens, on a cessé de faire de la politique pour faire enfin de la fiscalité. Mais moi, pour ce qui est de l'impôt des plus riches et des grandes entreprises, convenez que c'est ce qui a été fait précisément depuis 7 ans. Avec des résultats. Avec des résultats, mais franchement, sur le plan de la croissance et sur le plan des recettes fiscales et budgétaires et du déficit, puisqu'on est en train d'en parler, c'est quand même pas une réussite extraordinaire. Est-ce que c'est vous prendre au mot ? Est-ce que c'est dire la vérité que de dire ce que François Asselin, donc l'ex-patron du syndicat des petites et moyennes entreprises, beaucoup d'artisans aussi, a dit ce matin chez nos confrères de France Info. Écoutez. Ce qui se passe, vous voyez, c'est que notre assurance maladie, c'est un bien commun. Et on a perdu le sens du bien commun. C'est-à-dire qu'on prend l'assurance maladie comme un droit de tirage. Or, l'assurance maladie est en train de partir à volo. Effectivement, nous constatons que les arrêts maladie de courte durée sont en forte inflation. Alors, est-ce que d'un seul coup, les Français seraient en sucre ? Dès qu'il y a une goutte, ils commencent à fondre ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un problème d'ordre structurel. On a perdu la notion du bien commun. Et je voulais 3 chiffres, par exemple. Le taux d'absentéisme dans le secteur public, c'est 15 jours en moyenne. Dans le secteur marchand, le secteur privé, c'est 12 jours. Quand vous êtes indépendant, chef d'entreprise, il y en a 4 millions en France quand même, c'est 2 jours et demi. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez être en pleine santé, mettez-vous à votre compte. Non, ça veut dire que tout simplement, nous sommes très très généreux par rapport à l'accès aux arrêts maladie. Montage d'Élian Brémond, on a perdu la notion du bien commun. Bien sûr, sur les arrêts maladie, il a raison. Dans la fonction publique, les arrêts maladie, ils ont... pas explosé le mot, ils se sont largement développés au cours de ces dernières années. C'est pas vrai qu'on est moins bien soigné, ou je sais pas quoi, ou pas soigné du tout, ce qu'il explique. Mais en même temps, si tu dis, moi je pense qu'il faut que le public et le privé soient dans les mêmes conditions. Par exemple, sur les jours de carence, pour parler en français, quand tu es dans le privé, tu poses un arrêt maladie, les 3 premiers jours,
c'est pour ta pomme. Dans le public, c'est qu'une journée. Ça ne se justifie pas. Ça ne justifie pas. Mais dire ça, tu te fous à dos tes syndicats qui vont gueuler demain, ils vont dire « Ouais, regardez, le maire, il a dit ça ». Bien sûr qu'il faut faire ça. Moi, je vais vous raconter quand même mon témoignage, c'est que moi, j'ai mis des jours de carence au conseil régional qui n'existaient pas. Combien ? Je crois que j'ai mis 2 jours ou 3 jours de carence. Eh bien, je n'ai pas eu aucune réduction de l'absentéisme. Ça n'a pas marché. Ah, nous... ça n'a pas marché. Nous, quand on est passé et ça a tout de même eu des conséquences sociales pas si simples que... Donc, je l'ai fait, moi. Les jours de carence, je les ai mis dans mon intercommunalité et je les ai mis à la région. J'ai arrêté de les mettre cette année parce que je n'ai pas gagné du tout en taux d'absentéisme. C'est pas dans le sud, on va être mieux alors. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai créé des conditions extrêmement difficiles pour notamment une partie de mes collaborateurs, qui sont les femmes qui élèvent seules leurs enfants, pour qui ces réductions de rémunération de quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros créaient des conditions sociales extrêmement compliquées, quand pour elles déjà chaque mois était difficile. Et donc, quand j'ai vu que je gagnais rien et que, au bout du compte, je mettais en difficulté un certain nombre de mes collaborateurs, je me suis dit que ça servait à rien. J'ajoute que le seul sujet, parce que la question de l'absentéisme, c'est aussi la question de l'ensemble des médecins qui font des arrêts de complaisance. Et sur ça, on n'a aucun moyen d'engager des contrôles et de faire en sorte qu'on puisse stopper, parce qu'on les connaît tous, les généralistes, qui sont très faciles sur les arrêts de travail, et là-dessus, on n'a aucun moyen de contrôle. Robert, d'un mot, je voulais vous faire réagir aussi à cette déclaration d'une femme formidable qui s'appelle Yasmine Belkaïd. C'est une fierté française, puisque c'est une chercheuse de très haut niveau qui était aux États-Unis et qui est revenue en France pour diriger l'Institut Pasteur. Nos confrères de France Inter lui disent « Est-ce que l'immigration est une chance ?» Il faut se souvenir que Bruno Retailleau avait dit « L'immigration en France n'est pas une chance ». Et voilà elle ce qu'elle répond. Écoutez. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir, qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Moi, j'ai vécu une autre histoire, c'est-à-dire d'arriver aux États-Unis et se rendre compte à quel point l'immigration était une force. L'immigration, c'est ce qui permet justement de rendre une société beaucoup plus dynamique, qui permet d'augmenter en fait notre créativité, qui permet d'absorber en fait un écosystème de gens qui viennent et qui s'investissent dans un pays. L'immigration, c'est le dynamisme d'un pays et c'est son futur. Montage Lilian Brémond. J'espère que, je ne sais pas qui y avait comme journaliste de France Inter en face d'elle, qui lui dit qu'on ne parle peut-être pas de la même chose. La même immigration. Non, on ne parle pas de la même chose. C'est comme le chef de l'État qui cite Marie Curie. Ah oui, parce que quelqu'un ici pense que ça n'a pas été une chose pour la France. On ne parle pas de la même chose. Tout à l'heure, j'étais avec un chauffeur de taxi marocain, je découvre qu'il est marocain, il me cite Roland Barthes. Alors je lui dis, écoutez, pardon, c'est la première fois de ma vie que j'ai... Non, mais tu vois, Roland Barthes, moi, je ne sais même pas le citer parce que je ne connais pas une phrase de... Un philosophe français des années 50-60, les choses... Vous connaissez deux citations de Roland Barthes, je suis incapable comme ça d'en sortir. Et il me dit ça, et je lui dis, ah ouais, c'est tout ça. Et il m'explique sa vie, comment il est arrivé là. Et il m'ajoute, il faudrait le dire à vos confrères de Français, il me dit, mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'immigration, les Marocains que je vois dans les banlieues qui font chier tout le monde, les jeunes Marocains et tout, je me sens pas solidaire d'eux. On ne parle pas de la même chose. Là encore, c'est un discours qui n'a rien à voir. Moi, je ne mets jamais en cause les gens comme ça. Oui, il y a une partie de l'immigration qu'on ne souhaite plus arriver en France, mais demander à tout le monde. Et c'est vrai que Pardon, monsieur le ministre. Pendant des années, vous avez laissé, pas vous personnellement, vous avez laissé ce vrai problème au Rassemblement national, alors que c'est un vrai problème, que c'est vécu. Alors si le Rassemblement national, il en est où il est, c'est de votre faute. À force de ne pas vouloir, on peut être d'accord là-dessus, à force de traiter de fachos tous les types qui disaient ce que je viens de dire, là, tu te mets à dos, y compris une bonne partie des immigrés qui n'ont aucune envie d'être confondus avec ça. Moi, de la même façon que je ne confonds pas les fonctionnaires avec les clampins qui n'en foutent pas une rame, je ne confonds pas les immigrés avec un certain nombre de types qu'on doit foutre dehors
parce qu'on n'en a pas besoin ici et qui se comportent mal. Et donc là, on fait semblant de parler de la même chose. Mais on peut pas discuter de tout ça en France parce que, suivant que tu le dis, le mec se dit tout de suite, ah, c'est l'extrême droite qui dit ça, alors qu'on pourrait s'entendre si on en parlait calmement. Merci Robert. Je me calme moi-même et ça c'est tout. Et à mercredi prochain. Merci David. Merci Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions.